Salut Moïse, comment tu vas? Je vais bien, Michael, et toi? Je vais très bien, un peu fatigué avec ces changements d'atmosphère. Ça n'a pas Mhm, été un changement facile. J'espère que pour beaucoup, ça sera certains leur première fois, mais d'autres non pas. mhm, Alors, sinon Moïse, c'est un plaisir de te recevoir encore une fois sur mhm. notre plateforme. Et l'objectif est toujours de pouvoir encourager et de pouvoir motiver certains sur ce parcours. Mhm. Alors, tu pourrais se présenter pour ceux qui vont vous suivre. Ouais, moi, je m'appelle Moïse Krépia Kazembe. Je suis étudiant congolais à la Western Michigan University. Je fais partie de l'école de commerce ou, comme on appelle, le Business College ou l'école de management. Je me spécialise dans les sciences de supply chain management et business analytics. Ça fait 4 ans que je suis aux États-Unis et dans exactement 2 semaines, je serai licencié de la Western Michigan University. Et voilà, comme je dis, je suis congolais, je viens du Congo, j'ai grandi au Congo et je suis de Lubumbashi. Yeah. Il y a tellement de choses à se dire à propos de ça, à propos de Mhm. ton parcours, enfin de pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est d'être un étudiant international congolais au niveau des États-Unis, enfin de pouvoir bien sûr être parmi les élites. Mhm. Yeah. Mais ce qui nous réunit ici à présent, c'est les défis, les divers défis que ont, que font face les étudiants internationaux Mhm. lorsqu'ils viennent aux États-Unis. Et ce, dès l'entrée de démarches au niveau du pays. Mhm. Yeah. Notamment, lorsqu'on arrive ici, on parle de la langue et la culture, le coût élevé de vie, ça peut être le frais de scolarité, le logement et les restrictions d'emploi. Mhm. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y Mhm. a l'isolement, le mal du pays et la difficulté à faire des amis, par exemple, et Mhm. le système académique qui est notamment différent pour certains qui ont déjà amorcé leur parcours au niveau des universités au Congo, et en arrivant ici, il y a une certaine difficulté et bien sûr les formalités, la gestion des visas et consorts. Mais du moins, enfin de parler de ces défis, on aimerait savoir, est-ce que tu peux comment dire, est-ce que tu peux voir cela comme étant une réalité que tu as proprement vécue ou c'est juste de mythe? Ouais, comme tu l'as dit, ça commence déjà dès le moment où tu prends la décision dès le moment qu'un individu décide de s'engager à venir étudier aux États-Unis avec cette histoire des visas, tu vois, nous sommes, on est tous passés par là, les jours de l'interview, tu paniques et autres. Déjà, c'est déjà là que ça commence les challenges et ils continuent. Et c'est une réalité, bien sûr. Comme tu l'as dit, c'est vraiment une réalité que tout le monde expérimente. La langue, la gestion sociale, je veux dire, tes amis, le finance, les systèmes académiques, toutes ces choses-là, ce sont des réalités qui, les défis dans toutes ces histoires-là sont vraiment des réalités. Et ça demande juste de l'adaptation. Moi, j'ai appris à m'adapter pendant les 4 ans. Je te dis, même déjà les climats, c'était pas facile. Nous sommes au Michigan, c'est le nord des États-Unis. Il neige en grande quantité, tu vois. Déjà, quand tu arrives dans un coin comme celui-là, voilà, tu apprends à t'adapter. Voilà. Tout ça sont des challenges qui sont réels. Voilà, ce ne sont pas des histoires qu'on se raconte seulement. Ce sont des vraies histoires. Ce sont des choses que, personnellement, j'ai expérimentées. Et sachant que tu l'as expérimenté, c'est alors que l'on peut partir de ce point pour se dire qu'il y a des défis. Mais y Yes. a-t-il une voie toute tracée que chacun de nous devrait suivre, si oui ou non? Et ça, on ne le saura On le que saura, à ouais. travers notre Conversation, discussion. yeah. Avant de parler de ton parcours académique à Western Michigan University, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire au Congo au niveau primaire et secondaire? Parle-nous un peu de ton expérience en tant qu'élève au Congo. Merci pour la question. Pour mon parcours, j'ai eu un parcours normal, typique d'un enfant congolais. J'ai fait l'école primaire et l'école secondaire comme tout enfant congolais. J'ai étudié, comme j'ai dit, je viens de Lubumbashi, c'est là où j'ai grandi. J'ai étudié à 2 écoles seulement. Et ce qui est intéressant et un peu marrant, c'est que ces 2 écoles se trouvaient à la même arrêt, comme on appelle chez nous les arrêts de bus. Et j'ai fait de la première
la première à la quatrième primaire à la même école. L'école, le nom c'était Sinaï, Mont Sinaï, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et de la cinquième primaire jusqu'à ce que j'ai fini, jusqu'à sixième secondaire, j'étais au complexe scolaire de Bourgeon. Et ces deux écoles se trouvent à côte sur la même arrêt de bus. Donc, je peux dire que j'ai étudié à la même arrêt de bus pendant tout mon parcours scolaire. Et c'est en 2017 que j'ai obtenu mon diplôme d'État, comme on l'appelle, les fameux ex-État. Je l'ai obtenu du complexe scolaire des Bourgeons en 2017 avec, je sais combien, 65%, ouais, je pense bien, 65% et c'était dans les sciences commerciales. J'ai fait à l'époque on appelait ça commercial et administration, CAD, on appelait ça CAD. Souvent, les gens faisaient une blague sur ça, disaient que ça voulait dire, c'est-à-dire, pas ça, commercial et administratif. Et voilà, c'était un peu l'ancien système. Et nous, on faisait de la sténographie. Moi, je fais de la sténographie. C'est très J'ai fait de intéressant. La sténographie est très intéressante. Ouais, c'était un truc étrange, tu vois. On te dit, tu apprends à écrire avec des signes. Il y avait cette règle qu'on aimait bien, qui disait que écrivez ce que vous entendez sans tenir compte de l'orthographe, parce qu'on écrivait avec des signes. J'ai aussi fait de la dactylographie. Parlons de la motivation. Après ton parcours, il y a eu bien cette intention de vouloir aller aux États-Unis. Alors, quel a été le facteur qui a motivé ton départ aux États-Unis? Alors oui, il y a beaucoup de choses qui motivent c'est cet engagement-là d'aller étudier aux États-Unis. La famille, moi personnellement, c'était la famille. Ma famille m'encourageait énormément parce que déjà à l'école, j'étais quand même assez brillant. J'étais déjà assez brillant, assez intéressant à l'école. Et ma famille voyait vraiment que ça allait être quelque chose d'important pour moi de faire mes études universitaires dans un pays comme les États-Unis où il y a les meilleures universités du monde. Alors, mon père en particulier, ma mère ont beaucoup investi. Ils ont fait le nécessaire pour que je puisse être là. Et il y a aussi, voilà, le but personnel, tu vois, on dit en anglais les goals personnels. Et moi, personnellement, je voulais faire des études des études dans des institutions universitaires comme celles des États-Unis, tu vois. Et c'est l'une des raisons principales qui pousse la plupart des étudiants à vouloir poursuivre leurs études à l'étranger, et notamment dans divers pays, afin de pouvoir avoir une éducation ou un diplôme qui leur permette de pouvoir avoir plus d'opportunités. Yeah, cette expérience-là ne se refuse pas quand tu as l'opportunité d'aller étudier dans un pays comme les États-Unis, la France, là où il y a des institutions renommées. Tu ne refuses pas cette opportunité-là quand elle se présente, tu vois. Et moi, c'était un peu ça. Elle s'est présentée et puis je n'ai pas hésité. Mm-hmm. Le parcours académique est quelque chose qui est très important au sein de notre, je peux dire, au sein de notre journey. De la vie en général. Et notamment en venant ici aux États-Unis, chacun de nous doit en avoir, en aura, et tu l'as eu notamment. Et c'est pas encore fini. Hein. C'est justement, comme tu l'as dit, c'est pas encore fini. Et parlons du parcours académique. Quelles a été les études que tu as pu poursuivre? Ouais, quand je suis arrivé ici, comme j'ai dit, j'ai eu un diplôme d'État dans les sciences commerciales. Et moi, depuis tout petit, depuis bien longtemps, j'ai été très intéressé dans tout ce qui est business, operation et tout ça. Quand je suis arrivé, je voulais faire l'économie. Et je suis allé en économie. Je me suis inscrit en économie. J'ai commencé à étudier l'économie dans le Collège des Arts and Sciences. Mais au bout d'un temps, je pense que c'était presque après une année, j'avais changé et je suis allé au collège de business. J'avais juste pas trop aimé ce que c'est présenté là-bas en économie. Et aussi, c'était la question je peux dire la question professionnelle. Les débouchés après l'économie n'étaient pas trop attirants, comme faire un programme de management. Alors, c'est comme ça que je suis allé à l'école de business.
et je me suis spécialisé dans le supply chain management et business analytics. Et si je vais parler en termes d'années, voilà, comme tu sais, ici c'est 4 ans, parfois même 5 ans. Même moi d'ailleurs, je fais 4 ans et demi d'études, même si j'ai fait 4 ans présentement aux États-Unis parce que j'ai commencé l'université pendant la période de Covid. À l'époque, on ne pouvait même pas avoir des visas pour venir aux Mais je me États-Unis. rappelle bien, pendant la période de Covid, Ouais. j'étais encore au pays en train de essayer de obtenir mon diplôme aussi. De 2020. Ouais. Moi, c'est en septembre 2020 que j'ai commencé. Et si je pouvais pas obtenir de visa, et l'université m'a dit, comme tu ne peux pas venir, nous allons t'inscrire et puis tu vas faire, nous allons te mettre dans des cours et puis tu vas faire des cours en ligne. C'est comme ça que j'ai fait mon premier semestre, tout mon premier semestre à l'université, je l'ai fait en ligne à partir du Congo. Je me rappelle à l'époque, c'était pas facile d'étudier, de suivre les fuseaux horaires américains, toutes ces histoires-là. Et c'est après ces semestres-là que je suis venu pour continuer les études en personne. Et ça a duré, donc j'ai exactement fait 4 ans et demi d'études. Et comment tu as pu faire pour pouvoir gérer tes temps libres entre les devoirs, les projets, les diverses, disons, la grande quantité de travail qu'il y avait à abattre durant ces 4 dernières années? Parce que c'est l'une des choses qui pose challenge pour les étudiants, un nouveau système, une nouvelle langue et des devoirs et par-ci par-là. Quels a été réellement les facteurs motivants ce challenge? Je pense voilà, comme tu as dit, ça va d'une personne à une autre, tu vois. Et il y a tellement de choses qui influencent sur ça. Je sais qu'un étudiant qui est en médecine, on a notre ami, Abondance, même Daniela, qui font la nursing. Ils ont beaucoup de travail, tu vois, ces gens-là sur la table, il y a tellement d'histoires à faire. Et quand tu vas aussi chez les ingénieurs, c'est la même chose. Il y a aussi beaucoup de d'aventuriers dans ces collèges-là. Et ça va d'une personne à l'autre. Et moi, en particulier, mon programme, donc mon collège, le collège de business, c'est très intéressant, en fait. C'est très intéressant d'être au collège de business aux États-Unis, dans les écoles de management, comme on dit. Et ce que j'ai vu, c'est par exemple ce qui se passe entre l'influence que le monde professionnel ou ce qu'on appelle le corporate America, que les entreprises ont sur les collèges de business, elle est tellement grande. Sur toutes les universités en général, mais particulièrement avec le collège de business, il y a une très forte relation entre le collège de management ou de business avec le monde professionnel, avec les entreprises, tu vois. Si tu remarques, beaucoup des entreprises, beaucoup de collèges de business aux États-Unis, dans différentes universités, ont des noms. La plupart du temps, ce sont des noms de fondateurs des entreprises, des gens comme les Carnegie Mellon, l'université Carnegie Mellon a les noms de Carnegie, comment il s'appelait encore, pas Dale Carnegie, c'est lui qui a fait de l'argent au début Carnegie. Au début des années 1900. Et il avait fait un très grand nom et puis on a donné son nom à une université. Et même mon collège s'appelle EOF College of Business. Et EOF, c'est une famille qui a une entreprise qui fait des fournitures, des bureaux et autres. Et ça change toute ton expérience. Ça change toute ton expérience en tant qu'étudiant parce que la collaboration là, elle fait en sorte que les universités savent ce que le monde professionnel veut, genre quel genre d'individus, quel genre des travailleurs ils veulent. Et les travailleurs fait connaître leurs besoins, des genres je veux dire, des genres d'individus, des genres de travailleurs qu'ils veulent, des entreprises. D'où l'on peut souligner par là l'importance de la notion de STEM lorsqu'on vient aux États-Unis. Oui, pour dire que lorsqu'on arrive, il ne s'agit pas tout simplement de pouvoir choisir un major ou une faculté juste parce qu'on le voudrait bien, mais il faut prendre en compte l'aspect socio-économique aussi de la faculté. Oui, ça, comme je dis, c'est une grande influence. Ça a une très grande influence. Ces entreprises-là, je vais pas dire que les entreprises dirigent les universités ici, mais les entreprises influencent énormément. Par exemple, quand tu parles de ces STEM-là, c'est Science, Technology, Engineering and Math. C'est sur base de ça. Les majors qui sont reconnus comme étant, ou les facultés qui sont reconnues comme étant STEM, ce sont les facultés qui intéressent les États-Unis. Donc, les étudiants étrangers qui vont dans ces facultés-là sont les étudiants qui ont le plus de chances d'être retenus
après leurs études, tu vois. Et d'où? Ça vient du besoin que non seulement le gouvernement américain, mais aussi ces entreprises manifestent. Ils veulent des gens qui terminent dans les sciences d'ingénierie, dans les sciences des analystes. Ils veulent des gens qui finissent en maths. D'où j'aimerais aussi profiter de cette occasion de pouvoir dire à la majeure partie de personnes, c'est que pour les étudiants congolais, surtout lorsqu'ils quittent la République démocratique du Congo pour poursuivre leurs études au niveau de la RDC, des États-Unis, il est important, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi sur ce point, il est important de pouvoir comprendre que je pars dans un pays non pas pour juste faire ce que je faisais déjà, mais c'est partant de ce que je faisais déjà que je vais prédisposer les choix que je vais faire dans le futur. Et ce que je veux dire par là, c'est que la structure socio-économique des États-Unis fait en sorte que elle dirige directement ce que les ce qui se passe dans les universités. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est comme je disais, par exemple, dans les écoles de management, c'est ça. Tout ce que nous, on apprend dans les écoles de management, ce sont des choses, ça peut être des théories, ça peut être des pratiques développées par des entreprises. Les corporates qu'on appelle corporate America, ils ont une très grande influence. Tu vois, et cette influence-là, maintenant, va jusqu'au niveau des étudiants. C'est là, maintenant, je reviens à ce que tu disais, de comment maintenant je suis arrivé à gérer tous les projets, toutes ces histoires-là. Ça, c'est parce que c'est ça maintenant qui crée ces parcours-là, cette histoire-là de projet, tu vois, dans presque tous nos semestres, on a toujours un projet en groupe ou soit tout seul, on a toujours un projet qu'on te donne. Ces semestres, déjà, j'ai fait combien? J'ai fait presque 2 projets en groupe, tu vois. Et ça a vraiment une influence. Et c'est là, peut causer de difficultés pour un étudiant, surtout si tu es un étudiant étranger, tu ne sais pas comment vraiment vivre ça, tu as aussi peut-être des petites difficultés de la langue et tu ne sais pas vraiment comment gérer ça. Certains étudiants craquent, mais il faut avoir des nerfs solides pour traverser cela. Ça veut pas dire que c'est l'école ici, c'est une boucherie où tout le monde, où tout le monde se fait abattre. Non, absolument pas. Mais il y a un certain niveau de demande quand même qui fait que voilà, il faut apprendre à mieux gérer tout ce que c'est présent. Moi, je te dis, j'ai fait chaque semestre, j'ai fait un projet et je me souviens, j'ai pris un des cours de management. Et dans ce cours-là, j'ai rencontré le professeur. Donc, on a eu une seule séance pendant tout le semestre, 4 mois, juste une seule séance. Donc, c'est un cours très pratique. Tout ce qu'on faisait, c'était, on était à la première séance et il nous a expliqué ce qu'il fallait faire et il nous a dit, pour ce cours, vous allez aller dans une entreprise locale et résoudre un vrai problème. Et tout ce qui se passe tout ce qui se passe dans cette entreprise, ça se passe entre vous et le responsable de l'entreprise. Et j'étais moi et une collègue, on nous a mis, c'était dans une entreprise locale, GPI, Graphic Packaging International. On a fait un projet là-bas. On a résolu un vrai problème. Pas une histoire fictive, non, un vrai problème. Et pour ce cours-là, je n'ai vu mon professeur qu'une seule fois. Le reste, c'était juste moi en train de pratiquer des histoires. Moi, j'ai dit c'est très pratique. Déjà dans les écoles de management, dans ces écoles-là, c'est très pratique et je sais que c'est même beaucoup plus dans les écoles d'ingénierie, voire nursing et autres. C'est ça. Alors ça amène quand même une certaine pression sur un individu. Et comment tu peux résumer ces 4 années que tu as pu passer à Western University, Michigan, en, disons, tout simplement, en 3 mots? Comment tu peux résumer en termes de challenge? Ça, c'est compliqué. En 3 mots, je dirais, adaptation, courage et challenge, si je peux dire. Ouais. Parce que c'est, comme je dis, tu dois t'adapter. Et concernant cela, on aimerait aussi dire à ceux qui nous suivent que le parcours est un choix qui se fait dès le moment où on décide de pouvoir venir faire ses études. Ouais, c'est où tout commence, ouais, exactement, ouais. Et l'attitude à avoir, c'est toujours désirer la réussite, toujours pouvoir désirer et ardemment et travailler pour cela. Parce qu'il ne s'agit pas que de désirer sans travailler, il s'agit de se dire que je désire et je veux travailler, d'où la notion des modèles. Et voilà pourquoi on t'a sur le plateau aujourd'hui, afin de pouvoir voir quel a été le parcours de ces modèles que l'on aimerait avoir au sein de notre communauté, afin de pouvoir motiver les générations à venir. Yeah, c'est ça. Alors, comme tu as dit, ça commence dès le mois où tu décides que je vais partir.
Il y a aussi une autre chose que beaucoup de gens doivent comprendre quand ils viennent ici dans les universités américaines. Et on a eu la conférence récemment et on a parlé de ça. Et beaucoup de gens ont pu nous faire comprendre. Et c'est de quelle conférence déjà il s'agit? C'est une conférence qu'on organise ici à Kalamazoo, à l'association des étudiants congolais. On organise ça depuis 2 ans. C'est une conférence organisée entièrement par des étudiants congolais d'ici à Kalamazoo, donc les étudiants de KVCC Kalamazoo Valley Community College et Western Michigan. Les titres de la conférence, on appelle ça les Congolese Experience. C'est où nous essayons de faire expérimenter les autres nationalités, les autres personnes sur le campus. C'est un peu l'expérience congolaise, tu vois. Et quand on parlait d'un sujet, c'était de la différence entre les systèmes académiques ici et au Congo, et quelqu'un avait soulevé un truc de très important, quelque chose de très important. Il parlait de la disponibilité des ressources. Tu vois, c'est l'une des choses que j'ai vu beaucoup des étudiants, pas seulement congolais, même des autres pays, qui ne comprennent pas que dans une université américaine, beaucoup de ressources qui sont disponibles. Il y a beaucoup de ressources. Et justement, j'y ai participé moi-même à cette plateforme qui est le forum de Congolese Experiment. Yeah. Et on a pu apprendre que malgré que l'on est dans ce pays, beaucoup de Congolais étudiants ne se connectent pas ensemble afin de pouvoir discuter de ce qui leur est vraiment, de ce qui influence leur parcours au sein des États-Unis. Et donc, j'aimerais encourager beaucoup d'entre nous de pouvoir participer à ce genre de conférences. Ça aide à créer du réseau. Je vais être, les accomplissements. Parlons-nous un peu de tes accomplissements. L'accomplissement personnel en tant qu'étudiant à Western, j'ai eu à faire un nombre de choses. Comme je dis, je suis d'une école de management. C'est très pratique. À travers cette école, j'ai été certifié, reçu certains certificats comme dans la pratique de Six Sigma. C'est une pratique d'ingénieur que les ingénieurs utilisent. C'est une méthodologie de résolution de problèmes. Ça, c'est très reconnu mondialement d'ailleurs. C'est reconnu mondialement. J'ai pu obtenir, on appelle ça Yellow Belt, c'est-à-dire ceinture jaune. Et j'ai aussi obtenu un autre certificat on appelle ça Agile Ways of Working. J'ai aussi obtenu ça. Et l'une des choses qui est très très intéressante, on appelle ça le Dean's College. Le Dean's College, c'est la liste qui sort à la fin de chaque semestre de tous les étudiants d'un collège qui ont 3.5 over 4.0, donc 3.5 sur 4 en GPA, la manière dont je connais les GPA, comment on compte. Et si je veux faire l'équivalent de GPA en pourcentage, je pense 3.5, ça doit dans le 90%, je pense. Je dirais c'est 75% à 90%. Ouais, 3.5, ouais, à 90%. Et j'ai été sur cette liste pendant mes 9 semestres. J'ai été sur cette liste 7 fois. Et ça, c'est énorme. C'est énorme quand tu peux aller dans des interviews et puis tu dis, non, j'ai été sur la liste du doyen. On appelle ça la liste du doyen. Si je vais traduire ça littéralement, la liste du doyen, on appelle ça Dean's List. J'ai été sur cette liste pendant 7 semestres, à 7 reprises. Donc, pendant 7 semestres. Donc, c'est l'une des choses que je retiens. Et une chose importante, tu as parlé des accomplissements que tu as pu faire, mais j'aimerais préciser tout autant que la raison pour laquelle tu es ici présent devant nous, c'est que bientôt, ça sera la finalité de tes 4 ans. Tu pourras être gradué de Western Michigan. Dans 2 semaines. Donc, du coup, c'est l'un des grands accomplissements qui même chapeaute la raison pour laquelle tu es aux États-Unis. Ouais, la raison. C'est pour ça que je suis venu 4 ans en arrière. C'est pour ça que je suis venu ici en 2020. C'était pour ce moment, pour avoir ce diplôme. Donc, je peux dire, c'est le plus grand accomplissement. Coup de chapeau et nos félicitations d'avance. Merci. Une grande suite pour ça. Ouais, merci. Les expériences professionnelles. Travailler au campus, out of campus, comment ça a été les expériences professionnelles que tu as pu avoir? Oui, comme tout le monde, j'ai aussi travaillé parce que l'on a bien dit au départ qu'il y a une certaine limitation au niveau de job et c'est une histoire de politique ou du gouvernement qui exige d'ailleurs, je vais dire, que les étudiants étrangers n'ont droit
travailler au campus pour le nombre, la limite c'est 20 heures pendant le semestre et 40 heures pendant le summer ou pendant les vacances. Ouais, j'ai aussi passé par là. J'ai eu à travailler sur le campus et après j'ai travaillé sur le campus pendant 2 ans et puis après suis allé j'ai fait un stage professionnel à une entreprise locale pendant presque 2 ans, 18 mois, quelque chose comme ça. Et sur le campus, j'ai travaillé comme étudiant ambassadeur de l'université. C'était au bureau d'admission. On appelle ça admission office. J'ai travaillé là-bas comme étudiant ambassadeur et l'activité principale d'un étudiant ambassadeur, c'est de faire visiter l'université, donc le campus universitaire aux invités, donc les visites guidées, comme on les appelle. J'ai fait ça pendant. Et ça, c'était justement pour au niveau du campus. Ouais, ça c'était juste au niveau du campus. Et comme tu sais, c'est toujours important quand tu fais ça chaque 2 semaines, on peut te payer 400, quelque chose comme ça, 400, $300. D'où la plus grande difficulté d'être un étudiant international, en même temps en train de prendre de ses cours, en même temps de pouvoir travailler. En fait, les finances te poussent à faire ça. Tu dois prendre tes cours ou autre, mais tu as besoin aussi d'argent, pour des petites dépenses, tu sais. Et quand on te propose un petit boulot, un petit job sur le campus, tu le prends, tu vois. C'est ce qui m'est arrivé. Je suis allé, on m'a dit, tu vas être étudiant ambassadeur, voilà ce que tu vas faire. Et j'ai dit tout de suite oui. J'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. Et après ça, j'ai eu, à travers mon collège, j'ai obtenu un stage professionnel dans une entreprise locale appelée Flowserve Corporation. Et je travaille là-bas comme planificateur de production. Donc, tout ce que je faisais, c'est on a des machines, j'ai analysé la capacité des machines et je voyais combien de choses les machines pouvaient produire par jour. Donc, c'est ce que j'ai fait de 2023, avril 2023 jusqu'à la fin de mes études. Et ça, on aimerait préciser que sur la notion de expérience professionnelle, que ça soit sur le campus ou hors campus, cela tient en compte par le OPT ou CPT. Yeah. On n'a pas le temps d'en parler, c'est un long sujet, mais pour ceux qui aimeraient en connaître un peu plus, veuillez chercher OPT ou vous pouvez CPT. trouver ça sur Internet, ce sont des statuts de migration, toutes ces histoires-là qui aident les étudiants à travailler hors campus et après les études, toutes ces histoires-là. Justement. On a parlé de divers points, notamment la gestion de pouvoir étudier au niveau du campus et de pouvoir travailler. Mais entre le deux mondes, le travail, les études autres, il y a aussi notre temps libre, la vie sociale. La vie sociale, voilà. La vie sociale. Alors, on aimerait un peu savoir comment toi, tu l'as vécu, de pouvoir, quelle a été l'influence ou l'impact, que ça peut être un impact curatif, que les amis, la famille et la communauté, comme en général, curatif. Ouais, ça c'est très important. Tu vois, quand tu arrives dans un coin du monde où tu ne connais personne, l'humain que tu es, tu dois faire un effort, même si tu ne connais personne, à faire un effort de connecter avec des gens. Et moi, ça m'a beaucoup aidé être dans un milieu avec vous et tous les autres étudiants congolais ici à Kalamazoo. Ça m'a énormément aidé d'avoir des amis avec qui je peux aller quelque part le week-end, avec qui je peux faire des histoires. Et personnellement, moi, ça m'a énormément aidé parce que je suis chrétien. Et quand je suis arrivé, j'ai été accueilli par un groupe des étudiants chrétiens, bon, pas seulement des Congolais, mais de différentes aussi nationalités qui sont chrétiens, qui m'ont énormément aidé dans ma foi, qui m'ont... Donc, le fait même de souligner l'importance de la foi dans ces études. Ouais, moi, ça m'a énormément aidé. Moi, je viens d'une famille très religieuse. Ma mère, elle est très religieuse. Et le fait de rencontrer des gens qui étaient comme ça changeait beaucoup. Qui se ressemblent, ça a été important. Ouais, ça a été important. Et voilà, il y a aussi autre chose. Ça peut être jouer au foot avec les autres amis. Je suis pas un très bon footballeur. Il a joué au foot, ça n'a pas été grand chose. Ouais, voilà. C'était une ou deux fois j'allais jouer. Et puis, en fait, ce que je veux dire, c'est très important d'être en communauté. C'est très, très important d'être en communauté, comme tu as dit. Influence curative, parce qu'il y a des moments, la pression, comme on a parlé de projet, on a parlé de ce que ça donne d'être dans une école de management, tout ça.
Quand tu as des amis qui peuvent t'aider à, je sais pas, à prier ou à faire quelque chose qui va te détendre, c'est très, très important. Voilà, quoi. Je vais dire, c'est comme exigé d'avoir des amis, des gens avec qui tu peux vivre une certaine vie sociale. Ouais. On a parlé des 4 ans. On a parlé des années que tu as pu passer à pouvoir apprendre et de pouvoir réussir, des accomplissements personnels. Mais est-ce que terminer ces études signifie la fin de l'apprentissage de l'activité cérébrale? On pourrait dire, quelles sont les méthodes que tu emploies pour pouvoir toujours continuer à apprendre? Non, ça n'arrête pas. L'apprentissage ne s'arrête pas, tu vois. Il y a toujours ces phénomènes d'apprentissage continuel. Les gens qui Et d'ailleurs, beaucoup de gens s'accordent à dire que les gens qui font beaucoup d'argent, les millionnaires, tout ça, les milliardaires, ce sont des gens qui apprennent continuellement. Et ce, par la lecture. La lecture. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses. Moi, personnellement, je suis un grand fan de lecture. J'ai ma méthode de lire. Je lis continuellement, tu vois. Déjà, à l'université, tout le monde lit. Mais comme on en parlait un peu, à l'université, on lit, voilà, pour passer peut-être un examen. Mais aussi, il y en a qui lisent pour juste apprendre un truc. Moi, j'ai lu pour le 2. Tu vois, il y a des moments, je vais sur Amazon, j'achète un livre, puis je vais le lire juste pour apprendre. Et il y a aussi des moments, je dois le lire pour passer un examen. Ça, c'est très important. Voilà, on a des livres un peu partout. D'ailleurs, même notre université, Western Michigan, a toute une librairie avec, voilà, un nombre de livres incroyable. Tu peux aller là-bas, prendre un livre et les lire tout seul, et puis tu le remets, tu vois. Et c'est très important pour moi, la lecture. Et puis, il y a aussi les médias. Les médias, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être YouTube. Aujourd'hui, YouTube est très, très important. Et je t'ai entendu là parler de l'observation aussi. Comment tu pourrais implémenter l'observation comme étant l'une des méthodes d'apprentissage? L'observation, c'est comme un touriste. Quand un touriste va dans un pays, il apprend en observant, tu vois. Et c'est très important. Nous, quand nous sommes venus du pays, nous sommes arrivés ici, il y a certaines choses en observant seulement. Tu vois, on observe certaines choses, les événements qui arrivent, on voit, oh, Elon Musk veut envoyer des gens comme les Mars. élections. Comme les élections qui viennent de se passer, c'était en novembre. D'ailleurs, parlant des élections, qu'est-ce que tu en penses de cela? Ouais, j'ai vraiment été surpris par le résultat. À quel point? Le résultat. J'ai vraiment été surpris du résultat parce que moi, déjà au début, je disais à certaines personnes que le président Trump allait gagner l'élection. Pas parce que c'était le meilleur politicien de deux, mais tout simplement parce que c'était le meilleur candidat. Il fallait faire une observation. On peut dire que tu es chrétien, tu viens de la RDC, un pays qui s'aligne avec les valeurs de Donald Trump. Est-ce que tu penses que c'était biaisé ou est-ce qu'il y a une façon logique de voir les choses? Voilà, je peux te donner raison de dire peut-être que c'était biaisé, mais quand tu observes attentivement la chose, ok? Donald Trump n'avait pas fait campagne pendant la période juste de campagne. Il a fait campagne pendant 4 ans. Dès le jour qu'il a quitté la Maison Blanche, jusqu'à ce qu'il va rentrer en juin, il a fait campagne. Jusqu'à ce qu'il a gagné l'élection. Il a fait campagne. Chaque geste de Donald Trump pendant cette période était un geste de campagne. Et il faut être un fin observateur pour remarquer ça. Il faut observer ça. Tu te souviens de sa photo à la prison d'Atlanta. Mm-hmm. C'était une photo qui n'était pas belle, mais elle avait était sur toutes les tendances sur Internet. La tentative d'assassinat. La photo, il se lève, il dit fight, fight. Et c'est ça que je pense que le Parti démocrate n'avait pas compris. Alors, moi, quand j'ai fait mon observation, Kamala Harris ne pouvait pas le battre en tant que candidat. Elle n'avait pas autant d'influence que Donald Trump. Ça, c'était clair. C'était tellement clair. Et ce qui m'a choqué après, tu vois, c'est après l'élection. Je suis allé sur Internet pour voir faire des recherches et je suis tombé sur des chiffres qui m'ont vraiment choqué. Kamala Harris a fait campagne avec 1,2 milliard de dollars. Donald Trump a fait campagne avec 500 millions de dollars. Elle a eu près de 7 millions de donateurs. Il avait entre 3 millions et 4 millions. Comment, avec ces chiffres, elle n'est pas parvenue à les battre? Tu vois? Et c'est là que j'ai fini par donner raison au président Biden qui avait dit qu'il était le seul en mesure de battre Donald Trump, tu vois. Et c'est un peu comme ça qu'on apprend par observation. Tu vois, et parlons justement de ce point. Est-ce que tu as une tendance démocrate, un peu démocrate? Donc, attends, si je comprends ta question, tu vas essayer tu demandes si je suis plus démocrate. Je suis du côté démocrate. Je sais on vient d'un autre pays, on étudie ici, mais est-ce que l'affaire politique américaine aussi est d'un intérêt? Non, tu veux qu'on puisse faire de la politique, déjà, je suis démocrate ou républicain? Je vais répondre à cette question en disant que NASA congolais.
Il n'a pas compris. Elle n'a C'est pas compris. important. C'est ça la réponse. On a parlé de la politique. Tu as notamment souligné que Osa congolais, et pour beaucoup qui ne le connaissent pas, c'est le Lingala. Ça veut dire que tu es congolais, Ouais. I'm Congolese. Ouais, c'est la réponse à cette question. Et donc, du coup, parlant de ça, as-tu une aspiration avec ton pays, la RDC notamment? Est-ce que, en tant qu'étudiant international congolais qui finit ses études, une partie de ses études, je sais pas si tu continues avec le master ou le doctorat, as-tu rêves-tu d'avoir quelque chose, de pouvoir impacter ton pays? Parce que Léopold Sédar Senghor le dit, aller vers l'homme blanc et obtenir sa connaissance afin de pouvoir améliorer et explorer des horizons un peu plus larges. Alors, est-ce que tu as quelque chose de beaucoup plus... D'une manière ou d'une autre, Michael, que tu sois, observe la communauté immigrée des États-Unis ici. Tu sais, j'ai rencontré un monsieur ghanéen qui avait un shop où les gens venaient, des Congolais ou des gens des autres nationalités venaient envoyer de l'argent au pays. Et ce monsieur me dit, c'est étrange, il me dit, mais 90, il me dit 95% de ses clients, c'était des Congolais qui venaient, souvent c'était les samedis, pour envoyer de l'argent chez eux, dans leur pays, pour soutenir leur famille. Pourquoi je dis ça? Je veux dire que l'attachement d'abord, avant de répondre à tes questions, je veux parler de question du sujet de l'attachement. On est tous attachés à ces pays. Tous. Que tu sois étudiant, que tu sois, même si même les gens qui sont naturalisés maintenant américains, congolais naturalisés américains, ils sont tous attachés. On a tous de la famille, on a tous, on aime notre culture, on continue d'être d'une manière ou d'une autre, être attaché à ces pays. Ça, c'est d'abord ce qu'il faut souligner. Moi, personnellement, je suis très attaché à mon pays. J'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai tellement de gens là-bas, voilà. Tous les samedis, voilà, tout le week-end. L'idée, tout simplement, c'est dire, est-ce que cet attachement autant... Oui, maintenant, quand tu vas aller maintenant en politique, dire que est-ce que cet attachement-là va jusqu'au niveau de dire que je veux faire dans la politique dans le futur, je peux répondre à cette question. C'est une question difficile, mais je peux répondre à cette question en disant, Wana tunanzambe, on verra. Tout au début, on a parlé des défis qui incombent en tant qu'étudiant international. On a parlé des divers défis que les étudiants internationaux ont ici. Mais on aimerait aussi un peu savoir quels sont les points positifs qui pourraient être fixables ou améliorés en tant qu'étudiant ici aux États-Unis. Donc, le point important, des choses sur lesquelles ils doivent se concentrer pour une expérience meilleure, je veux dire, voilà, comme on a dit, déjà la langue, c'est très important. La langue, même améliorer ça. C'est l'une des plus grandes barrières lorsqu'on vient d'un pays francophone. C'est ça, c'est la communication. Donc, tu ne peux pas faire grand-chose si tu ne communiques pas, tu vois. Que ce soit par message, que ce soit par email, que ce soit par juste en parlant avec quelqu'un. Si tu ne sais pas parler l'anglais, ça devient compliqué. Bon, déjà en tant qu'étudiant, tu es obligé de parler anglais. Mais maintenant, il faut améliorer parce que ça va faire partie de ta compétence de communication en tant que... Et beaucoup se demanderaient probablement que l'on devrait échanger en anglais. Mais on a préféré le faire en français. Ouais, on a préféré le faire en français. De sorte que... Peut-être qu'on aura des sous-titres et autres. Probably the next time we'll have it. Yeah. Et puis voilà, il y a aussi des histoires comme de gérer son budget, ses finances, c'est très important. Ça, c'est... Voilà, je connais des cas, une fois, je pense, ma sœur, donc ça c'est pas les États-Unis, mais au Canada, ma sœur qui me parlait de comment elle connaissait des gens, des étudiants qui ne géraient pas bien leur argent et c'était compliqué pour eux. Voilà, il y a aussi créé un réseau, ça c'était important. Et, parlons de ça, je vois parfois certains étudiants qui ont l'attitude de soit il est tourné vers une communauté, il est tourné vers les autres communautés et il évite les relations avec la communauté congolaise, ou soit il est tourné vers la communauté congolaise et il évite. Je conseillerais pas ça. Je conseillerais d'être ouvert à toutes les communautés. Moi personnellement, j'ai des connaissances dans toutes les communautés étrangères. Ça fait partie des ressources. Ouais, ça fait partie des ressources. J'ai des amis indiens, j'ai des amis bangladais, j'ai des amis de Zimbabwe, j'ai des amis congolais, voilà, tous là. Et puis j'ai des amis américains, tu vois.
pour moi, c'est important d'être ouvert à toutes les communautés. C'est ça même, créer le réseau et puis voilà, s'adapter au système comme il fonctionne et voilà, respecter les règles. Voilà, on a parlé des restrictions qui s'imposent sur les étudiants. Ça peut être concernant le travail. Voilà, parce que quand tu étudies l'immigration, D'où trace chaque l'idée de savoir comment dealer avec ouais, l'immigration et tout ça. Donc c'est pourquoi on parlait un peu d'un peu la pression qui est mise sur les étudiants. Voilà. Tu sais déjà que quand l'immigration est sur ton dos, tu n'as pas envie de faire des erreurs. Alors c'est important de comprendre. C'est pourquoi on a parlé un peu de l'observation, d'apprendre par l'observation et ça compte énormément. Il faut faire des recherches, observer comment l'immigration traite les étudiants congolais, quels sont les étudiants étrangers, quelles sont les règles à respecter, quelles sont les choses que je dois faire chaque semestre. Tu sais toi-même la règle qu'on nous répète chaque fois du bureau des étudiants, du bureau d'admission des étudiants internationaux, c'est toujours prenez 12 crédits chaque semestre, ne travaillez pas hors commis, toutes ces histoires-là, tu vois. Alors, ce sont des choses qu'il faut comprendre et je pense et en fixant ces points, on espère que ça ira mieux. Ouais, en ayant ces choses, pour moi, ça m'a énormément aidé à être là où je suis. Donc, si quelqu'un est sérieux sur ça, je pense ça va changer ça va énormément influencer son expérience. On a eu l'opportunité de pouvoir inviter un étudiant congolais ici sur notre plateforme, afin de nous parler de son expérience, de ses défis, de ses challenges et de nous parler de ses aspirations. Alors, ce qu'on a pu comprendre, c'est que étudier à la scène internationale, notamment aux États-Unis, ce n'est pas une tâche facile. Mais du moins, être encouragé par la famille, les amis et autres personnes nous permet de pouvoir réussir et de pouvoir aller plus loin, tout en désirant la réussite. Alors, on aimerait encourager chaque étudiant, chaque jeune qui aspire à pouvoir étudier à l'étranger, qui continue et poursuit ses études ici aux États-Unis, de ne pas abandonner et de toujours espérer. Parce qu'on est là dans ce pays, non pas pour se dire qu'on va passer du temps à ne rien faire, mais on est là pour pouvoir réussir et devenir des élites pour nos pays, pour nos continents, afin de pouvoir apporter quelque chose de plus et de meilleur dans le monde. Merci Moïse de t'avoir accueilli sur notre plateforme. Merci, on te souhaite toutes nos félicitations et d'ici 2 semaines, on pourra participer à l'événement qu'on a tous attendu. Donc nous te disons merci d'avoir été une élite estudiantine à la scène internationale en tant qu'étudiant congolais à Western University, Michigan. Et ça a été un plaisir pour nous de pouvoir cheminer ce parcours. Et on est toujours là dans la communauté afin de pouvoir aider nos proches. Et par conséquent, nous te disons encore un grand merci et bon courage pour la suite. Merci. Moïse Kapia Kazembe. Blake Sorge.